La guerre qui se déclenche en France oppose les princes catholiques, sous la conduite du duc de Guise, et les protestants, sous la conduite de Condé et de Coligny. À Jarnac, les protestants français sont battus par les troupes catholiques. Mais cette victoire ne met pas fin à la guerre. Les protestants français prennent La Rochelle après un long siège. Jeanne d'Albret et Henri de Navarre apparaissent alors comme les chefs politiques des réformés. Les chrétiens sont repoussés par les Ottomans qui réaffirment leur domination dans les Balkans. Sous la conduite de l'Espagne, les chrétiens infligent aux Ottomans une sévère défaite navale à Lépante. Après la fuite d'Henri de Navarre, les combats reprennent entre catholiques et protestants. Plusieurs partis s'affrontent de nouveau sans qu'une paix ne semble possible. Vainqueurs, mais ne touchant plus leur solde depuis des années, les soldats au service de l'Espagne décident de se payer en pillant Anvers. Ce pillage soulève la réprobation générale et relance la révolte des Pays-Bas. Philippe II essaie de s'emparer de l'Angleterre, mais sa flotte, l'invincible Armada, est anéantie devant les côtes anglaises. Les tensions sont de plus en plus fortes en France. Les partis, le roi, les ligueurs et les protestants, s'affrontent. Aucun camp ne peut l'emporter. Aucun camp ne veut céder. La victoire de la Montagne Blanche donne un net avantage aux impériaux catholiques. Le roi du Danemark décide alors d'entrer dans le conflit allemand pour aider ses coreligionnaires. La défaite de la Suède est compensée par l'entrée en guerre d'une nouvelle puissance protestante, la Suède. Avec une armée très bien entraînée et parfaitement commandée, Gustave Adolphe inflige une série de défaites aux impériaux. Après la mort de Gustave Adolphe, les armées suédoises restent en Allemagne pour soutenir la cause protestante. La victoire de Maitenfels, une des plus sanglantes de la guerre, ne met pas fin au conflit. En battant les Espagnols à Rocroi, le jeune prince de Condé devient le sauveur de la France. Les protestants révoltés contre Louis XIII se sont enfermés dans La Rochelle en espérant un renfort anglais. Louis XIII impose le siège et parvient à prendre la ville. En 1500, la papauté est toute puissante. Installée à Rome, elle domine la chrétienté. Le pape est le souverain le plus riche d'Europe. Il combine pouvoir temporel et spirituel. Luther publie en 1517 ses 95 thèses qui sont le fondement de la réforme luthérienne en Allemagne. Le credo luthérien est affiné et affirmé dans la confession d'Augsbourg. Cet écrit est le fondement du dogme luthérien. En Angleterre, Henri VIII décide que le roi d'Angleterre est le chef de l'Église anglaise. C'est l'acte de suprématie. À l'initiative d'Ignace de Loyola, un groupe de chrétiens se réunissent sur la colline de Montmartre et jurent de former une entité dévouée au pape et aux missions. C'est l'origine de la Compagnie des Jésuites. Les premiers réformés français souhaitent faire connaître leurs thèses au plus haut niveau. Aussi, ils décident de placarder leurs idées sur les murs de Paris. Un placard est même placé devant la chambre du roi François Ier, ce qui provoque sa fureur. Écrit entre Bâle et Genève, l'institution de la religion chrétienne est l'ouvrage fondamental de Calvin. Il permet aux réformateurs français d'exposer ses thèses politiques et religieuses. Le collège germanique, fondé par les jésuites, est chargé de dispenser une éducation très poussée pour contrer les idées réformées en Allemagne. En 1555, Charles Quint doit concéder la paix d'Augsbourg, par laquelle il reconnaît l'implantation de la religion réformée dans ces États allemands. En guerre avec l'Espagne depuis 1515, la France doit concéder la paix de Cateau-Cambrésis en 1559. Henri II souhaite arrêter le conflit afin de se concentrer sur la lutte contre les réformés français. Par l'édit d'Écouen, le pouvoir royal rejette complètement le protestantisme en France. Les pouvoirs publics peuvent chasser les réformés français. Frédéric III est le premier prince allemand à officiellement reconnaître sa conversion au luthérianisme. Les protestants français estiment qu'il leur faut faire connaître leur thèse à François II, prisonnier des Guises. Ils tentent de prendre sa personne à Amboise. Mais le complot est déjoué et les Guises font pendre les contrevenants. Les réformés et les catholiques français tentent de réunir leur conflit doctrinal à Poissy. Certaines avancées ont pu être faites, mais le débat achoppe sur la question de l'Eucharistie.
John Knox parvient à imposer la réforme calviniste en Écosse. En quelques années, le pays bascule dans le camp des États protestants. Alors que la tension est forte entre huguenots et catholiques, une troupe conduite par le duc de Guise attaque un groupe de réformés à Vassy. Le massacre qui s'ensuit déclenche la première guerre de religion. Pour se venger des exactions faites par les Guises, les protestants font assassiner le duc de Guise. Les catholiques engagent un concile pour réformer l'Église catholique. Réunis à 30, les théologiens catholiques débattent durant des années avant de trouver un compromis. Les réformés français se rassemblent à Paris pour affirmer leur foi et organiser les églises réformées de France. Les réformateurs luthériens n'ont aucun mal à faire adopter la réforme luthérienne dans les pays scandinaves. La Suède est un des premiers pays à adopter officiellement la religion réformée comme religion d'État. Les Pays-Bas, possession de Philippe II, se soulèvent contre la politique fiscale et répressive du roi d'Espagne. Les nobles néerlandais se rassemblent contre le roi. Au début du XVIIe siècle, un débat est lancé aux Pays-Bas sur la liberté de l'homme et la prédestination. Le théologien Arminius soutient que la prédestination est moins absolue que Calvin l'a prétendu. Des puritains britanniques se rendent en Amérique afin de former sur le continent de nouveaux États protestants qui rejettent toutes les idées nouvelles. Afin de ramener la paix en France, un accord est signé entre les protestants et les catholiques. Le chef réformé, Henri de Navarre, épouse la sœur du roi de France, Marguerite de Valois, la reine Margot. Le rassemblement des protestants à Paris pour le mariage d'Henri de Navarre inquiète les catholiques. Un homme de main des Guises tire sur Coligny. Cet attentat brise la fragile entente qui existe entre les deux camps. Au lendemain de l'attentat contre Coligny, les catholiques craignent une vengeance des protestants. Prenant les devants, les catholiques massacrent les réformés de Paris avec l'aval de la régente et du roi. Le jeune Charles IX meurt des suites d'une maladie. Mais des bruits courent qu'il est mort à la suite d'un empoisonnement. Sa mort affaiblit le parti catholique. Sous l'impulsion de Calvin, la réforme a gagné Genève. La ville apparaît alors plus puissante et s'émancipe des tutelles extérieures. La mystique espagnole Sainte Thérèse d'Avila a voué sa vie à la prière et à la contemplation. Dès sa mort, elle est vénérée comme une sainte en Espagne. Le chef des ligueurs défie le roi Henri III et l'oblige à quitter Paris. Le roi ne peut tolérer cette atteinte. Il fait assassiner le chef de la Ligue, pensant décapiter le mouvement. Mais les ligueurs tiennent toujours Paris. Voyant qu'il ne peut gagner la guerre par la force, Henri IV décide de faire des concessions. Il abjure le protestantisme et embrasse la religion catholique. Cette ouverture lui permet d'être couronné à Reims et d'entrer dans Paris. Afin d'établir la paix en France, Henri IV adopte l'édit de Nantes qui reconnaît la liberté de culte des protestants en France et donne à ces derniers des gages de protection. Jacques VI d'Écosse est l'héritier d'Élisabeth Ier. Son arrivée sur le trône d'Angleterre en 1603 marque le début de la dynastie des Stuarts. Au début du XVIIe siècle, un courant catholique majeur se développe. Pour ces catholiques, la vie du chrétien doit être plus profonde et plus marquée par la prière. C'est l'engagement des dévots. Face aux menaces de contre-réforme en Allemagne, les princes réformés d'Allemagne s'unissent au sein de l'Union évangélique. Le bon roi Henri IV est assassiné dans Paris par un catholique exalté. Sa mort inaugure une période de trouble dans la vie politique française. Maître des formes et des lumières, Rubens ouvre une nouvelle forme de composition picturale. Les tensions deviennent de plus en plus fortes en Bohême entre les Tchèques et les tenants du pouvoir impérial. N'acceptant pas les nouvelles dispositions de l'empereur Ferdinand II, quelques nobles pragois jettent par la fenêtre les envoyés impériaux. C'est le début de la guerre de 30 ans. Le jeune Louis XIII se lance dans une guerre pour réduire le pouvoir politique des protestants. Après les avoir vaincus, il donne la paix d'Alès, qui supprime certains avantages politiques des réformés, mais maintient le culte protestant dans le pays. Les adversaires de Richelieu tentent de pousser le roi à le démissionner. Dans la matinée, ils pensent avoir gagné. Mais au soir, Richelieu est de nouveau dans les grâces du roi. Galilée est obligé d'accepter de reconnaître ses erreurs,
pour ne pas être poursuivi par le tribunal de l'Église. Dans les années 1630, la situation économique se dégrade en France. De nombreuses révoltes paysannes, dont celle des Croquants, touchent le pays. La répression royale est impitoyable. Jansénius publie à Louvain un ouvrage d'études sur la Saint-Augustin, dans lequel il revient sur la question de la grâce. Cette question va être au centre du débat janséniste. Les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de 30 ans. La mort de Louis XIII laisse le royaume aux mains de la reine-mère et de son conseiller Mazarin. Ils doivent affronter les révoltes nobiliaires. Quelques jours après la mort de Mazarin, Louis XIV déclare que désormais il assume seul la direction du royaume. Afin de lutter contre les jansénistes, le pape envoie des avertissements pastoraux au clergé français. Après une forte répression contre les protestants, Louis XIV juge que ces derniers ont quitté le royaume. Il décide alors d'abroger l'édit de Nantes. Érasme rédige l'ouvrage le plus essentiel de l'humanisme avec l'éloge de la folie. Les réformateurs français se rassemblent au début du XVIe siècle dans le groupe de Meaux. Leur impact sur la diffusion des idées luthériennes en France est considérable. Élisabeth Ier d'Angleterre réforme l'Église anglicane en faisant adopter les 39 articles et un nouveau Book of Prayers. Ces deux éléments sont le fondement de l'Église anglicane. Dans le tableau de Rembrandt, La Ronde de nuit, toute la technique du maître des Pays-Bas sur le clair-obscur apparaît. Cette œuvre majeure est essentielle dans le développement de la peinture des Pays-Bas. Le XVIIe siècle est traversé par une transformation dans la musique. Le compositeur italien Monteverdi est le premier à composer des opéras en tant que tel. Cette révolution musicale va se poursuivre.